Bonjour virtuellement à tout le monde. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais juste reconnaître que j'habite et je poursuis mes études sur les terres des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, je suis à Kingston, en Ontario. Donc, que savons-nous sur ce tableau « La France apportant la foi aux Wendat de la Nouvelle-France » ? Avec certitude, pas beaucoup. À date, ni l'artiste ni la date de création peut être confirmée. Par contre, il y a deux théories principales qui nous offrent des réponses possibles. La première théorie est celle que le tableau aurait été commandé en 1166 et aurait été faite par un jésuite. Cette théorie fut proposée par François-Marc Gagnon et Laurier Lacroix en 1983 et fut développée par M. Pierre-Olivier Ouellette en 2020. Elle s'appuie principalement sur la source primaire du Journal des Jésuites, dans lequel les Jésuites de la Nouvelle-France tenaient compte de leurs activités. Comme l'expliquent les chercheurs, en 1666, les Jésuites auraient noté un échange avec les Wendat qui aurait inclus une toile ayant rapport à la conversion des Wendat au catholicisme. De plus, la théorie considère le rôle religieux et politique que les Jésuites avaient en Nouvelle-France. Il note aussi que les tableaux étaient souvent utilisés dans les efforts des Jésuites pour convertir les peuples autochtones. La deuxième théorie est celle qui trouve que le tableau aurait été fait un peu plus tard, vers 1170-71, par un récollet. Ceci fut proposé par le chercheur Joseph Montaigne en 1997. Il explique dans cette proposition que si nous acceptons que cette toile est jésuite, ceci suggérait que seuls les jésuites s'occupaient de répandre la religion chrétienne, ce qu'il conclut n'est pas le cas. Il note aussi que les jésuites avaient une relation tendue avec la France, puisque Louis XIV s'inquiétait du pouvoir qu'ils étaient en train d'accumuler, quelque chose qu'il essaya de contrôler avec l'aide des Récollets, un groupe qui s'entendait très bien avec la royauté française. Donc, le climat politique et religieux suggère que cette toile aurait pu être faite par un récollet. Il propose aussi que le style de cette œuvre n'est pas typique d'une œuvre jésuite, puisqu'elle représente typiquement des événements spécifiques et qu'on ne doute jamais de la présence des jésuites dans leurs œuvres, ce qui n'est pas le cas, on pourrait dire, avec La France apportant la foi. Je note ici que j'ai beaucoup simplifié le travail de ces chercheurs, mais en cause de temps, j'aimerais tourner nos attentions vers l'allégorie au centre du tableau. Malgré leurs différences d'opinion, les chercheurs que je viens de nommer et la majorité des autres chercheurs qui ont écrit au sujet de ce tableau semblent tous d'accord que l'allégorie au centre peut être identifiée comme Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, née en Espagne en 1601, était la fille du roi d'Espagne, Philippe III. En 1615, elle fut mariée à Louis XIII, roi de France, et en 1138, elle donna naissance au futur roi de France, Louis XIV. En 1935, Gérard Mousset remarqua des ressemblances entre l'allégorie et les portraits d'Anne. Au côté gauche de l'écran, vous allez voir le détail de cette allégorie et à droite et au centre de l'écran, des portraits d'Anne. Certainement, en voyant ces figures l'une à côté de l'autre, on peut voir ce que M. Morisset a vu. En tant du rôle de l'allégorie dans les théories mentionnées plus tôt, M. Montaigne ne parle pas beaucoup d'Anne spécifiquement. Il suggère seulement que son inclusion aurait pu faire partie des efforts de l'artiste d'ajouter des symboles qui auraient résonné avec le peuple des Wendat et qu'Anne aurait pu être perçue comme Sainte Anne, une des saintes patronnes des Wendat. De leur côté, M. Gagnon et M. Lacroix proposent que si le tableau a effectivement été fait ou commandé en 1666, les Jésuites l'auraient inclus probablement après avoir appris de la mort d'Anne d'Autriche à Paris, et donc le climat social aurait été idéal pour cette œuvre. Dans un article de 2020, M. Ouellette continue cette discussion, en ajoutant que les Jésuites firent ceci pour essayer de souligner un moment contemporain et le succès du passé.
Il explique aussi qu'Anne avait déjà envoyé un autre portrait à un jésuite dans le contexte des conversions des Autochtones. Mais peu importe la manière que les chercheurs expliquent la présence d'Anne d'Autriche, ils citent tout ce que M. Morissa proposait en 1935, qui est à la base une ressemblance physique. L'argument perd un peu de sa force si nous regardons à des portraits de Marie-Thérèse d'Autriche, qui ressemblent sans doute à sa tante Anne. Donc, vous voyez Anne au côté gauche de votre écran et Marie-Thérèse au côté droit, un portrait des deux femmes ensemble au centre. On note qu'elles ont le même menton, le même nez, presque les mêmes yeux. On dirait qu'ils sont la même femme, juste à des différents âges. On remarque aussi qu'Anne et Marie portent presque le même costume royal dans leurs portraits. Ce qu'elles portent, donc, ne nous aide pas à les identifier l'une de l'autre. De plus, comme l'expliquent Gagnon et Lacroix, Morissa remarqua qu'il avait une ressemblance dans les coiffures de l'allégorie et Anne. Mais nous voyons ici que Marie est coiffée d'une manière très semblable à Anne. Mais il y a beaucoup plus à considérer que les ressemblances physiques. Marie-Thérèse d'Autriche est née en Espagne en 1638. Elle est fille du roi Philippe IV et elle maria le futur roi de France, Louis XIV, en 1662 à l'âge de 24. Étant aussi la nièce d'Anne d'Autriche, ceci renda Louis XIV et son mari et son cousin. Marie-Thérèse était donc princesse d'Espagne et reine de France de 1662 jusqu'à sa mort en 1683. Et en 1672, elle eut aussi le rôle de régente. Il faut noter que le mariage de Louis et de Marie était un mariage de politique et donc ça faisait très longtemps que c'était décidé qu'ils allaient se marier. En 2009, Joël Chevet nous explique que Marie-Thérèse était une femme exemplaire par rapport aux attentes du temps. Elle était une bonne femme, elle donna un fils à Louis XIV et elle était très dévouée à la religion. Malheureusement, Chevet continue dans son article, ce sont souvent ces qualités qui furent l'objet des criticismes que Marie reçut en cours. C'est aussi une femme qui semble oubliée par l'histoire, une perspective aussi exprimée par d'autres chercheurs qui ont écrit à son sujet. La biographie de sa vie, écrite l'année de sa mort par son confesseur Bonaventure de Soria, nous aide à mieux la comprendre, ou du moins mieux comprendre sa vie religieuse. Il écrit qu'elle était une femme qui prenait la religion au sérieux. Elle allait souvent à l'église et elle fréquentait l'église des Pères Récollets de Saint-Germain-en-Laye, une église que plus tard elle sauva en les supportant financièrement. Bonaventure nous explique aussi qu'elle supportait les efforts des missionnaires religieux qui travaillaient en dehors du royaume. Dans l'histoire des Récollets en France, écrite en 1187 par Hyacinthe Lefebvre, un prêtre récollet, il note que Marie-Thérèse s'était nommée fondatrice du monastère des Récollettes, dite l'Immaculée Conception de Paris, pour que le monastère puisse bénéficier de sa protection royale. En 2016, chercheur Marc de Vitis publia un chapitre intitulé Maria Theresa, 1638-1683, Queen of France, The Queen of France and the Capital of Cultural Heritage. Dans ce chapitre fascinant, de Vitis explique que dès le début de son mariage à Louis, Marie était devenue une symbole d'alliance entre les deux pays, particulièrement puisqu'elle s'habillait souvent d'une manière qui reflétait sa position en France et son héritage espagnol. Ceci continua bien après le début de son mariage. De plus, il explique que c'était quelque chose que l'on pouvait voir dans ses portraits royaux, souvent peints par Charles et Henri Beaubrun, des artistes espagnols, comme vous le voyez sur l'écran. C'est aussi quelque chose que nous pouvions lire dans une revue publiée en France au XVIIe siècle qui parlait souvent du linge des personnes royales en cour. Il explique, et je vous le cite en anglais parce que c'est si bien dit, « The text », donc la revue en France du XVIIe siècle, « repeatedly positions the queen's body
as the site of cultural hybridity. Autrement dit, la reine de France, n'oubliant pas son héritage espagnol dans la manière de s'habiller, est devenue un symbole d'une alliance politique qui eut du succès, mais aussi un symbole d'échange et de relations culturelles. Je ne propose certainement pas que nous pouvions comparer les relations entre la France et l'Espagne avec celles entre la France et les Wendat. Par contre, il me semblerait que si les Français voulaient représenter ce moment de rencontre avec les Wendat, ils l'auraient glorifié, et donc un symbole positif d'une alliance et d'une rencontre culturelle en serait une logique. M. Montaigne, dans son article de 1997, nous parle de l'ambiguïté du sexe de l'allégorie, qui est créée par la juxtaposition de la parure que vous voyez sur l'écran, donc le collier en or qu'on retrouve sur son manteau, et le fait que la reine est une femme. La parure, comme vous le savez probablement déjà, nous montre des ordres religieux qui auraient été réservés pour les hommes dans le temps. De plus, il explique, en citant le travail de Louis Marin, que le roi Louis XIV était un roi qui exprimait son pouvoir à travers ses représentations. Il semblerait donc que la représentation d'une reine en vie, étant Marie-Thérèse, en qui Louis XIV avait confiance, serait un choix de représentation assez convaincant pour ce type d'œuvre. En tout, la religion de Marie-Thérèse, donc une religion qui était très récolette, ce qu'elle représentait politiquement et culturellement, le fait qu'elle était reine dans les mêmes années qu'on pense que le tableau aurait été fait, et le fait qu'elle ressemble tellement à Anne et donc à l'allégorie, me font penser que l'allégorie est mieux identifiée comme Marie-Thérèse. Cette identification semblerait donc supporter la théorie que ceci est un tableau récollet et non jésuite. Quant à l'artiste, ça pourrait être un récollet anonyme ou ça pourrait être le frère Luc. Il est intéressant de constater que le frère Luc a peint au moins un tableau pour l'église des Pères Récollets de Saint-Germain-en-Laye, l'église que supportait et fréquentait Marie-Thérèse. Est-ce que Marie-Thérèse aurait pu connaître le travail de frère Luc? Est-ce que frère Luc aurait pu connaître Marie-Thérèse comme la reine qui a sauvé une église auquel il était associé? Ce sont des questions auxquelles il nous reste à répondre. Et certainement, cette proposition que je vous fais aujourd'hui mène à beaucoup d'autres questions. J'ai donc très hâte d'entendre ce que vous avez à dire et de voir où mènera les futures recherches sur ce tableau. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous montre les sources que j'ai consultées sur l'écran ici. And I would like to add that I would be more than happy to answer questions in French or in English at the end of the session. Donc, merci beaucoup pour votre temps.